Bonjour à toutes et à tous, et nous voici en direct de Braine-le-Comte au labo d'impression Mickey Mouka. Vous n'avez plus qu'à me suivre, je vais vous montrer les coulisses d'une impression photo noir et blanc. Voilà, on arrive chez Mickey Mouka, Fine Art Printing. Suivez-moi, laboratoire certifié Canson. Ah, ils sont justement là. Bonjour Jean-Jacques. Olivier. Bonjour Zara. Bonjour. Enchanté de vous revoir, puisqu'on avait eu l'occasion de se croiser au Salon de la Photo, comme certains l'ont peut-être remarqué. Et donc là, je suis dans les coulisses du labo, rien que pour vous. Et donc, on vient de rentrer. Alors, montre-nous, explique-nous un petit peu. Voilà, donc d'abord, bienvenue dans l'atelier Mickey Mouka. En fait, pour petite histoire, c'est un ancien garage que j'ai transformé en atelier. Et donc, ici, cette partie-ci, c'est la partie où on travaille l'image une fois qu'elle a été imprimée. C'est-à-dire qu'on recoupe, on bombe les photos avec un spray anti-UV, enfin anti-UV, oui, Je vois. si nécessaire. Ça dépend du type de papier. On a aussi le stockage, donc tous nos rouleaux de papier sont ici. Nos encres sont là un peu plus loin, je peux te les montrer si tu veux. Zara, si tu veux peut-être allumer la lumière du milieu, là, on a des lumières équilibrées pour pouvoir mieux juger des photos, voir s'il y a un défaut ou pas. Voilà. Donc on a une bonne lumière, donc on peut vraiment juger si la photo est exempte de défaut. Mhm. C'est une lumière à une température spéciale? C'est une lumière, Une balance? oui, oui. Lumière du jour. Lumière du jour, oui. On est autour de 5 6 5 je pense. Ah oui, très important, Ouais. ça, pour de vérifier vos tirages sous des bonnes conditions de lumière. Donc, idéalement, lumière du jour. Donc, Lumière du jour. éviter l'halogène ou le truc bien chaud qui va complètement Ici, fausser. évidemment, on est en noir et blanc, donc on a un Ouais, peu moins de difficultés ouais, pour juger les couleurs, forcément. Mais quand même, c'est important parce que, comme je ouais. l'expliquais tout à l'heure, dans la piézographie, on a des tons chauds, des tons froids. Donc, ça OK, permet quand même de juger de l'effet en voilà. finalité. C'est pour ça qu'on a des spots aussi. Quand on a des gens qui font des expositions, eh bien, on met l'image sous un spot. Ils sont là-bas, les spots, pour voir l'effet que ça donnera en galerie, en fait. Ah oui, Donc, OK, il y a deux types OK, de pour lumière et bien on simuler. peut juger vers quoi aller. Et donc, pour nos spectateurs, toi, tu es le spécialiste noir et blanc, Oui. et Zara, comme on peut le remarquer, est la spécialiste De la couleur, de la couleur. plus Voilà. le collage et les encadrements. OK. Oui, et donc ça, c'est Qui est pas anodin comme ça, voilà. ça. Et donc ça se passe à Bruxelles. Bon, là, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo, pour me faire découvrir le labo couleur. Tout à fait. Voilà. Alors ici, on a, tu vois, une rotatrine, donc une coupeuse pour couper les photos en rouleau par la suite. Et ici, je ne sais pas si ça intéresse les auditeurs, ben on a notre stock d'encre piézographie. Donc en fait, toutes ces encres arrivent en bidon, on les transmet dans des cartouches, si tu veux. Et ça, c'est d'ailleurs Zara. Ah oui, light magenta, light black. Il y a un peu plus de cartouches que dans mon Ah oui, oui, imprimante. oui, Ouais. oui, oui. C'est ça la force de la piezo, je l'expliquerai tout à Oui. l'heure, c'est le fait qu'on a un très grand gamut, en fait. C'est du travail artisanal, donc. C'est pas encore tout automatisé. Voilà. L'être humain est encore important. Alors, Et là, on arrive dans l'antre. voilà, on arrive dans mon lieu de travail, si on veut, donc où j'ai mes ordinateurs, ben, les écrans plutôt. Bon, ici, nous avons la Fameuse pièce, hein? oui, oui, c'est l'imprimante que j'ai cannibalisée, donc en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les encres couleur d'Epson, donc D'accord. les encres d'origine. On a nettoyé tous les circuits et puis on a inséré nos cartouches d'encre piézographique. OK. Donc ça, c'est l'imprimante Ça, c'est piézographie que tu vas expliquer par oui, après oui, pour nos majeur, spectateurs. et qui permettent donc de faire des tirages d'1,10 m de large sur Ah, mais la longueur qu'on veut. la longueur qu'on veut, 1,10 m de large. Et dans le cas où tu as besoin de plus grand, Quand j'ai besoin de plus grand, alors à ce moment-là, c'est là. on se voyage sur cette imprimante-là, mais qui à ce moment-là n'est plus de la piézographie, OK. c'est noir et blanc de la couleur conventionnelle. Et là, tu peux aller jusqu'à combien avec ce genre? 60 sur ce qu'on veut. 1,60 m sur ce qu'on veut. Sachant qu'en 1,60 m, on n'a pas énormément de types de papier. Ouais. Plus souvent, c'est 1,50 m. Bon, il y a quelques papiers en 1,60 m, mais bon, dans la grande majorité, c'est 1,50 m. Mais bon, quand on reste dans de la qualité photographique,
En fait, ce sont les tailles maximum. Quand on Ouais, ouais. c'est du billboard, Oui, ça c'est pour les yeux. à la publicité ou de l'affichage. Ouais. Donc, En tirage, on va pas. On va pas. ça, c'est déjà Oui, oui. À mettre sur. Moi, il faut déjà avoir un bureau exposé à... Ah ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça vous arrive d'avoir quand même des demandes comme ça de très grands tirages? de très grand, oui, 1,50 m ou 2,20 m. Ouais, 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 ouais. Ça, je veux dire, pour un C'est assez courant. plus grand, non. Parce que voilà, il faut le sous-traiter. Ben, Ouais, ouais. je travaille là avec Euh, un écran calibré, un écran qui me sert donc vos outils. Voilà. Alors, et ça, qu'est-ce que donc? Eh bien, ça, c'est une table de reproduction, donc avec laquelle, ben, forcément, je fais la reproduction de documents, de peintures, de vieilles photos, etc. Mais surtout, alors à ce moment-là, on n'emploie plus la lumière, on travaille sur les tables lumineuses. Ici, je fais des reproductions de plaques en verre, Ah ouais. etc. Et donc, ça me permet d'avoir des fichiers haute définition de très belle qualité. OK. Alors, j'ai abandonné, parce qu'avant tout ça, je faisais à l'aide de scanners, même des scanners Ouais. de haut Oh, de gamme. très- Mais je me suis rendu compte qu'en utilisant mon appareil photo avec optique macro, eh bien, on avait plus une image photographique, OK. plus de rondeur, plus de moelleux dans D'accord, ouais. l'image. Et que Ah, quand bah, on intéressant. scannait, eh bien, il y avait un côté un peu artificiel, tu vois. OK. C'était trop net à la limite. Et donc ici, on retourne vraiment dans l'esprit photo. Et Donc tu mets l'appareil photo, ici, il est fixé ici et en fait, donc tu peux ajuster comme ça, en fonction de la et c'est ta fille? voilà, donc en fait, je fixe mon boîtier ici. Voilà, et avec une optique macro, on met donc le négatif ici, puis on fait évidemment la mise au point, le OK. éclairage, etc. Et ce qui est bien avec les nouveaux appareils, c'est qu'on a un niveau qui permet d'être C'est bien proportion bien parallèle, bien quoi, parallèle. par rapport au plan de Et franchement, les résultats sont fantastiques. Et on arrive même maintenant avec des nouvelles options de ouais. boîtier à faire des fichiers qui nous permettent d'avoir des images de 2 mètres sur 3. Ça répond justement à une des questions que j'ai eues, fréquemment parce que j'ai fait une vidéo sur la restauration, des anciennes photos dans Photoshop Oui, oui. et du coup, beh, j'expliquais: «Vous scannez votre photo et cetera» et j'ai eu plusieurs fois la question: «Est-ce que c'est mieux un scanner ou de faire de la reproduction?» et bien là, en fait, c'est trop bien. J'ai fait des tests comparatifs, en fait, avec un scanner quand même Hasselblad, donc un bon scanner, et avec l'appareil photo, il faut évidemment un bon boîtier et une bonne optique. Eh bien, je trouvais qu'on avait beaucoup plus de finesse, beaucoup plus cet aspect photographique qu'avec un scanner. Donc, pour moi, c'est supérieur au scanner. Et bien voilà, C'est un achat en moins à faire, du coup. vous aurez encore appris quelque chose grâce à cette vidéo. Moi-même d'ailleurs, j'ai la confirmation de ce que je pensais, mais maintenant, Et on a l'avis d'un et spécialiste. on a tout un livre là de Jean-Denis de Burton, c'est 500 pages. Tous les scanners ont été faits comme ça, avec un boîtier. OK. Donc, Ah mais c'est cool. vraiment super. Et donc tu proposes, aussi ce genre de service pour les particuliers, quoi? Tout à fait, on fait du OK. scan pour nos clients, pour OK. des agences, enfin, des Ah. sociétés, etc. Donc, oui. Bon à savoir. Alors nous voici au cœur même du labo maintenant, là où se prépare vraiment l'impression et Jean-Jacques va nous raconter un petit peu l'histoire du labo Mickey Mouka. Oui. Eh bien, en fait, donc je m'appelle Jean-Jacques Micheli. Ça fait plus de 40 ans que je fais du laboratoire. Donc, j'ai commencé par un laboratoire conventionnel, on va dire, où on faisait du tirage couleur, noir et blanc, de l'impression pour des bobines à l'époque de l'argentique, pour les photographes. Donc ma clientèle était composée surtout de photographes professionnels, au départ. Et puis après, quand il y a eu le numérique, ben, ça a un peu changé. On s'est plus tourné vers la clientèle artistique, donc de gens vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, disons que j'ai beaucoup travaillé avec Fuji, en fait. J'avais, à un moment donné, dans mon laboratoire, toutes on va dire les développeuses et les printeuses de chez Fuji. C'est presque un petit showroom de Fuji. Et donc, ils venaient avec des clients d'un peu partout, même de l'étranger, pour voir les machines en fonctionnement, en fait, parce que chez eux, elles ne tournaient pas. Ensuite, on s'est approché de l'ère du numérique. Et donc là, j'ai un peu aidé en donnant mon aspect professionnel, si on veut, au développement, donc chez Fuji en Allemagne. Et donc, j'ai eu le premier laboratoire numérique en Belgique. Donc, j'ai commencé comme ça. Oui. Et un pionnier. Ensuite, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert le Chromalux, qui est un procédé américain. Et donc, ce procédé-là, j'ai décidé de
de le pratiquer en Belgique. Donc, j'ai vraiment fait connaître ce produit en Europe parce qu'il n'y avait personne. Et C'est quoi le Chromalux? oui, ben, le Chromalux, en fait, c'est une infusion de couleurs, de colorants dans le métal. Donc, on imprime sur un papier, on va dire qui est le receveur, en effet miroir, évidemment, puisqu'après, on se met sur une plaque de métal, on le met dans une presse à chaud à 180 degrés, ou ça dépend un petit peu des labos. Et puis, à ce moment-là, les pigments de couleur passent de l'état solide à l'état gazeux et pénètrent directement dans la couche du Chromalux. Donc, c'est un très beau procédé qui fonctionne très bien pour des couleurs vives. Oui, c'est ça. Voilà, oui. Donc, tout ce qui est noir et blanc, on oublie. Tout ce qui est couleur un peu fade ou pastel, on oublie aussi. Mais bon, pour tout ce qui est déco, ça fonctionne bien. Ça rehausse bien. Oui, ça rehausse bien. Oui. Et donc, voilà, donc j'ai fonctionné avec ça. Et puis, il y a 6 ans maintenant, j'ai décidé de revendre mon labo. Donc ça, c'était par rapport à tes débuts donc avec le Chromalux. Et puis, Alors, en 2017, en fait, j'ai vendu mon laboratoire. J'avais envie de revenir vers l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est la photo en noir et blanc parce qu'on va directement aller à l'essentiel. On va directement toucher le sujet, on va toucher la réaction des gens. Et on n'est pas, en fait, comment dirais-je, distrait par la couleur qui apporte évidemment d'autres éléments. Et donc, je trouvais que c'était un média plus artistique. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Mais bon, avec le gros laboratoire, je n'avais pas le temps de faire ça. Et donc, en 2017, en fait, j'ai créé Mikemuka. Ils ont spécialisé dans le noir et blanc, mais donc ce noir et blanc à base d'encre piezo. Et parallèlement à ça, mon épouse, Zara, a créé le laboratoire Z-Lab à Bruxelles, où là, elle s'occupe principalement donc du tirage couleur, de tout ce qui est montage sur du Libon, du Fox, etc. Elle fait également les boîtes américaines. Et c'est également elle qui imprime le procédé Pantachrome. donc c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. D'où vient le nom Mikemuka? Alors, Mikemuka, ça provient de Micheli, donc Jean-Jacques Micheli, Mikemuka. Et Muka, c'est Muka Gikuye, c'est le nom de jeune fille de Zara. Donc, on a fait, en fait, on a combiné les deux noms, voilà, pour la fusion, oui. Fusion colorée. Et ce que Jean-Jacques oublie de dire, c'est qu'au fait, son père était aussi photographe. Ah oui, ah oui, c'est vraiment l'histoire. Oui. C'est vraiment de père en fils comme Mon père était photographe à René, peu importe, portraitiste à Rons. C'est vrai. Et donc, en fait, ce noir et blanc piézographique, qu'est-ce qu'il a de différent? Eh bien, quand avec une imprimante couleur classique, on a un noir mat, un noir pour la photo, un gris clair et un gris foncé, et puis c'est tout. Toutes les autres nuances de gris vont être faites par l'addition de pigments de couleur. Et donc, ça a déjà un premier problème, c'est quand il y a de la couleur dans une image, des pigments de couleur, ben on a du métamérisme. Donc, c'est-à-dire que les pigments du métamérisme, c'est-à-dire que les pigments de couleur vont réagir avec la température de couleur qui tombe dessus. Donc, en fonction qu'on regarde l'épreuve sous une lumière tungstène, à néon, etc., eh bien, la couleur change. Tandis qu'en piézographie, puisque là, on a toutes les couleurs, toutes les teintes de gris sont neutres, là, on n'a pas ce métamérisme. Donc, c'est un avantage en plus. Mais le fait qu'on ait, au lieu de 3 noirs, on a 10 nuances, plus un creux, plus un vernis. Donc, ces nuances vont du noir le plus dense au gris le plus clair. Donc, on a vraiment une gamme de dégradés qui est fantastique. Donc, ça apporte de la netteté, du détail. Ça apporte beaucoup de modelés, des transitions. Parfois même, on voit des nuances qu'on n'aurait même pas vues sur l'écran. Donc, parfois, on est surpris, tiens, il y avait ça. C'est un peu, pour comparer pour nos spectateurs, le 8 bits et le 16 bits quoi, sur l'écran. Oui, voilà. Ouais. La piézographie, ce serait le 16 bits. S'il va avoir plus de nuances dans les dégradés. 32 bits. 32 bits, carrément. D'ailleurs, quand on imprime en piezo, c'est toujours en 16 bits. Oui. Transforme en 16 bits. Ça, on l'expliquera tout à l'heure dans Ouais. la formation. Bon, j'ai déjà un peu anticipé, mais comme ça, on a une idée. Et donc, ma clientèle, en fait, ce sont vraiment des passionnés du noir et blanc. Donc, les gens qui vont chercher le dernier carat, qui disent... parce qu'il y a aussi des gens qui ne voient pas. C'est comme en musique, il y a des gens qui n'entendent pas la différence entre une certaine enceinte et d'autres. Mais en photo, c'est un peu pareil. Mais ceux qui vraiment sont des perfectionnistes, ils voient réellement ça. Je pense que si vous êtes dans la formation Fine Art, c'est que vous êtes vraiment des spécialistes déjà, parce que c'est du travail de post-traitement qui demande
aussi beaucoup de temps. Oui. Et donc, évidemment, si vous voulez une finalité aussi de qualité, à ce moment-là, il vaut mieux se tourner vers ce type d'impression pour avoir vraiment le résultat Voilà. pavillon Oui. au moment où vous avez Oui, créé. oui, tout à fait. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent aussi, mais l'argentique est très bien. C'est vrai que l'argentique est très bien aussi. Le problème, c'est qu'on est limité en surface de papier. On a du mat, on a du brillant, et puis c'est à peu près tout. Tandis qu'en piézographie, toute la gamme des papiers structurés, mat, fine art, etc. sont disponibles. C'est beaucoup plus riche dans le choix des papiers proposés. Donc, en cas d'exposition, on peut vraiment aller se diriger vers le papier qui va mieux rendre l'esprit de l'exposition. Dans l'historique de ce qu'on a fait, donc moi j'ai créé Mickey Mouka, donc vraiment pour me concentrer sur ce beau noir et blanc. Mais j'avais aussi d'autres idées, et notamment, il y avait le cibachrome, qui est un procédé ancien qui fonctionnait vraiment très fort dans les galeries à l'époque, dans les années 70-80. Le cibachrome, oui, c'était un procédé sur papier métallique, c'était l'argentique évidemment. Et toutes les expositions étaient en cibachrome parce qu'à l'époque, le cibachrome avait une durée de vie de 50 ans, ce qui était beaucoup. À l'époque, maintenant, on est habitué à plus, mais à l'époque, c'est ça. Mais ce que j'aimais bien, et ce que les artistes aimaient bien, c'était en fait ces couleurs chaudes, un peu métalliques. Et donc, j'avais envie de revenir vers ce genre d'image-là. On a fait des recherches pendant quelques années pour voir comment y arriver, et donc on a créé le pentachrome. Et donc, le pentachrome, c'est un procédé qui se veut, on va dire, un peu le successeur du cibachrome. Dans l'esprit, c'est un procédé différent, mais disons que dans l'aspect, dans le rendu, c'est ça. Et donc, Zara, qui gère donc, le laboratoire de Bruxelles qui s'appelle ZLab, s'occupe entre autres du pentachrome. Donc, Zara est la responsable du labo. Zara est la responsable du labo de Bruxelles, oui. Alors, les ZLab, donc c'est par rapport à mon nom, Zara, qui est donc les ZLab. J'avais deviné. C'est vrai, ce n'est pas ça. Donc, les ZLab consistent au fait à pouvoir tirer, donc je tire entre autres le photocouleur, le pentachrome et tout ce qui va avec tout ce qui est conventionnel. Et à côté de ça, j'ai un atelier aussi de montage, donc c'est-à-dire j'ai fait les collages, les encadrements, les boîtes américaines, donc tout ce qui est finition, entre autres des Mickey Mouka, plus tous les autres, soit labos, soit les privés. À côté de ça, dans le même parti, j'ai aussi une galerie qui s'appelle la Visual Gallery. Et Visual Gallery, chaque mois, on expose un artiste ou plusieurs artistes. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, il y a toujours quelque chose qui se passe à ma galerie. Et ça se situe où ça? Ça se trouve pas très loin des commissions européennes, donc c'est-à-dire pas très loin de Montgomery, à la rue des Tervat 21-23 à Etterbeek. Ah, ok. De toute façon, je vous mettrai dans la description de la vidéo, Les je vous mettrai adresses. les liens et les adresses à Oui, différents labos. Oui, tout à fait. Alors, la galerie, majoritairement, je dirais qu'on est plus dans la photo, forcément, puisqu'on est dans la photo, mais ça arrive qu'on expose aussi des peintures ou des sculptures. Mais c'est plus vraiment, je dirais, qu'on reste dans la photo. Ok. Tes clients, les exposants, sont principalement des artistes photographes, des connus, des moins connus, des jeunes. Donc, ça va. C'est très large, mais c'est très vivant. Et donc, c'est agréable parce qu'un des grands problèmes qu'on entend souvent des artistes, des clients qui viennent, ils disent j'aimerais bien exposer, mais je ne sais pas où aller. C'est vrai que les bonnes galeries, les galeries connues, sont souvent overbookées pendant 1 an, 2 ans. Et ici, la galerie de Zara est une galerie émergente qui est de plus en plus connue. Et l'avantage, c'est que donc, il suffit de montrer un portfolio qui nous plaît, et ça peut démarrer comme ça. Eh bien, vous savez Voilà. ce qu'il vous reste à faire. Hein, voilà. Et donc maintenant, on va en profiter qu'on a un spécialiste avec nous, un spécialiste du noir et blanc, pour vous parler des choses qu'il faut éviter de faire pour avoir une bonne impression. C'est ça, hein. Parce que souvent, vous, tout comme moi, au début, on ne sait pas trop comment envoyer son fichier, s'il faut l'envoyer en TIFF, en 16 bits, comment le convertir en noir et blanc et tout ça. Eh bien, on a la chance d'avoir un spécialiste parmi nous, et donc qui va tenter de répondre à toutes ces questions de la manière la plus claire possible. Voilà. Eh bien, donc, on va commencer par voir la conversion donc, de son fichier RVB, donc de son image couleur en noir et blanc. Je vais vous montrer les 2 méthodes que je préconise. Maintenant, si vous ne voulez pas vous en charger, n'hésitez pas, vous m'envoyez le fichier couleur. Moi, je vous fais un noir et blanc tel que je le pense.
tel que j'estime qu'il est bon. Alors, je vous envoie cette image en noir et blanc pour avoir votre accord avant de faire le tirage final. C'est-à-dire que tu as des clients professionnels qui, eux, vont déjà t'envoyer le résultat en noir et blanc parce qu'ils maîtrisent Voilà. le travail de post-production. Puis tu permets aussi à des clients qui ne s'y connaissent pas techniquement de t'envoyer leurs photos couleurs et c'est toi qui te C'est ça. de- Oui. Oui, c'est vrai que parce que dans ma clientèle, on a évidemment du professionnel pointu jusqu'à l'amateur averti, mais qui parfois a fait des hésitations et donc c'est pas trop, tiens, comment est-ce que je vais faire, quelle est la meilleure façon d'avoir mon image en noir et blanc. Donc maintenant, je vais vous montrer 2-3 manipulations sous Photoshop pour vous expliquer comment je fais. Donc voilà, donc Jean-Gel va vous montrer 2 méthodes de conversion noir et blanc qu'il affectionne particulièrement et qu'il recommande. Moi, je vous rappelle que dans la formation, donc, vous avez un comparatif de plus d'une vingtaine, je crois, de méthodes de conversion en noir et blanc. Mais ça tombe bien, Jean-Jacques, en tant que beau photoshopper, utilise les méthodes que je recommande également. Alors, nous allons prendre une image couleur à l'écran, la voici. Et donc, pour passer son image de la couleur en noir et blanc, il existe de nombreuses méthodes. Moi, je la fais sous Photoshop parce que j'ai en fait peu d'images à traiter en même temps, tandis que les gens qui ont un grand flux d'images vont plutôt le faire sous Lightroom, mais ce n'est pas mon cas, donc je le fais comme ceci. Donc, plusieurs méthodes pour passer de la couleur au noir et blanc. Moi, je vais donc vous décrire 2 méthodes. La première consiste en allant rajouter un calque de réglage noir et blanc au-dessus de votre fond, de votre arrière-plan. Voilà. Et donc, si vous allez à ce moment-là sur les propriétés de calque, vous voyez que vous pouvez modifier les différentes teintes, le rouge, le jaune, etc. Ce que je fais moi souvent, c'est enlever le petit œil ici pour voir mon image en couleur. Et donc, je vois que cette image ici est composée principalement de jaune, de rouge et de vert. Et donc, si je veux modifier par exemple le jaune, eh bien, je vais ici sur ma courbe de jaune et vous voyez, on peut éclaircir ou densifier le jaune jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur que l'on veut. Alors, ça c'est une des méthodes. La deuxième méthode consiste à créer un calque que l'on met en niveau de gris. Donc, on rajoute un calque, on le met en niveau de gris. Tu as fait comment là pour nos auditeurs? Tu as rempli le calque de gris? Je vais le remplir de gris. Ah, tu vas le remplir de gris. Voilà. Donc, en fait, on va dans Édition, Remplir, ici. Ensuite, vous avez Remplir avec, vous choisissez 50% de gris, normal 100%. Enfin, normal, en fait, on le met en mode couleur, vous pouvez le mettre après. Il faut le mettre en mode couleur ici, en fait. Voilà, donc dans les réglages de calque, de fusion, mode de fusion, on est en mode couleur. Voilà, donc une fois qu'on a mis le calque gris en mode couleur, on rajoute un calque de réglage teinte saturation. Qu'on met en dessous. Qu'on met en dessous du calque gris. Et donc, à nouveau, on peut modifier les différentes teintes. Vous voyez? Et donc, à nouveau, si on enlève le petit œil du calque de réglage, on peut voir les différentes couleurs. Évidemment, ici, il ne faut pas faire attention aux couleurs, puisque de toute façon, on est en noir et blanc. Le plus facile, c'est de supprimer, d'enlever les 2 petits regards. Et donc, encore une fois, si je décide, par exemple, que c'est le rouge que je veux modifier, eh bien, je peux choisir ma couleur ici, voilà, dans les rouges. Et je peux, à ce moment-là, modifier juste les rouges, etc. Voilà. Donc ça, c'est la méthode qui est préconisée, une des 2 que je vous recommande pour transformer votre RVB en noir et blanc. Et donc ça, tu le fais pour le client si lui... Alors ça, je le fais pour le client s'il ne sait pas le faire. Pas trop. Voilà. Et donc tu l'envoies. À ce moment-là, quand j'ai terminé mon noir et blanc, je lui envoie l'image en basse définition et voilà, il me dit oui, ça me plaît, ou bien je préférerais avoir mes verts un peu plus clairs, etc. Donc, c'est un aller-retour vers le client. Mais en règle générale, j'expliquerai plus tard dans la relation client-labo, une fois qu'on se connaît, eh bien, on sait vers quoi aller. D'accord, oui. Voilà. Donc, après avoir vu les différentes méthodes de conversion noir et blanc recommandées pour l'impression, maintenant, on va parler d'un sujet qui vous fait peur, c'est la définition et la résolution d'impression. Parce que c'est souvent
un peu ambigu, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Et parfois aussi, on s'imagine des choses qu'il faut des résolutions incroyables pour pouvoir imprimer des grands tirages, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, Jean-Jacques va vous expliquer en quelques mots une règle qui va vous permettre de facilement comprendre et évaluer donc de quelle résolution vous avez besoin pour tel ou tel type de tirage. En fait, un des problèmes qui ressurgit souvent en laboratoire, donc on reçoit des photos des clients, c'est que la résolution est trop faible par rapport au format demandé. Donc, ça peut être un client qui a pris une photo sur Internet et qui nous demande un 60-90 alors qu'on peut juste faire un 10-15. Ça peut être quelqu'un qui a recadré une image et qui l'a tellement recadré que finalement, il ne reste plus grand-chose comme pixel. Donc, c'est un problème et donc je vous recommande évidemment de vérifier la résolution de votre image avant de l'envoyer pour être certain qu'elle correspond et qu'elle est suffisante pour imprimer le format voulu. Donc maintenant, tu vas nous montrer dans Photoshop comment on peut vérifier la résolution de son image. Voilà, tout à fait. Donc, ici à l'écran, nous avons deux images qui sont les mêmes, une qui est en basse résolution et une qui est en haute résolution. Alors, vous pouvez vérifier la résolution de votre image, soit en dessous de l'image, pour autant que vous ayez coché ici « Dimension du document ». Dans ce cas-ci, on voit que nous avons une image qui fait 20-30, effectivement, 20-30, mais à 72 dpi. Alors, 72 dpi, c'est une résolution écran. 72 pour nos amis. 72 pour nos amis français. Donc, ça veut dire qu'on peut à peine faire un 10-15 et encore moins que ça en photo. Si nous prenons l'image haute définition, nous regardons en dessous, au même endroit, et nous voyons que nous avons toujours le même format, 20/30, mais à 300 dpi. Et donc, si nous allons maintenant aller dans Image, taille de l'image, ici, je fais toujours en raccourci, donc nous voyons ici que notre image, elle fait bien 20/30 à 300 dpi. Je vous déconseille de le rééchantillonner par Photoshop, parce que c'est toujours calculer des pixels qui ne sont pas de vrais pixels. Donc, moi, j'ai donné comme règle à mes clients que quand vous ouvrez votre image et que vous la voyez à 300 dpi, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à 4 fois la taille de l'image en impression jet d'encre. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, vous voyez, vous avez 20, 4 fois, ça vous fait un 80, 120. Donc, avec cette image, nous pourrions faire un 80, 120 sans perte, pour autant que l'image soit nette. Je reviendrai sur cette idée-là après. Tu peux répéter la règle? La règle, c'est de dire que quand vous ouvrez votre image sous Photoshop, que vous allez dans taille de l'image... Il faut les mettre en centimètres. En centimètres. C'est possible que c'est en pixels. Oui, il faut être en centimètres ici et il faut être ici en pixels par pouce, pas par centimètre. Donc, c'est important, effectivement. Eh bien, la règle est de dire que nous pouvons aller jusqu'à 4 fois la taille de l'image qui est ici. Donc, on a un 20-30, nous pourrions faire un 80-120 en tirage jet d'encre sans perte, pour autant donc que l'image soit nette. Maintenant, on est à 300. Quand on est à 300. Maintenant, ceci est vrai pour les grands formats. C'est-à-dire que si vous voulez un 20-30 ou plus petit, là, les 300 dpi sont importants. Cette méthode du 4 fois que je vous explique, elle est valable quand on veut faire des grands tirages. Quand on veut faire des petits tirages, du 20-30 ou plus petit, il faut rester à 300 dpi. Pourquoi? Parce qu'en fait, au plus l'image demandée est grande, au moins on a besoin de dpi, parce que la goutte qui imprime par centimètre a toujours la même taille. Donc, au plus vous faites un grand tirage, eh bien, au plus vous aurez de gouttes par centimètre carré. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre, contrairement à tout ce qui est imprimerie, on peut se permettre de faire des tirages plus grands avec un fichier de 300 dpi. Par contre, si vous voulez faire une impression que vous envoyez en imprimerie pour du catalogue, pour des livres, pour des leaflets, etc., là, on a vraiment besoin de l'image à sa taille finale à 300 dpi, c'est impératif. Et donc, pour plus petit? Alors, pour plus petit, par exemple, si on veut faire un 10-15 ou un 20-30, je pars du principe que le plus peut le moins. Donc, avec ceci, vous pouvez bien entendu faire un 20-30 ou un 10-15. Donc, maintenant, est-ce que c'est le client qui doit redimensionner lui-même l'image ou il te l'envoie dans sa plus grande définition? Ah oui, c'est une bonne question. En fait,
S'il s'agit d'une ou deux images pour faire des petits formats et que l'image soit lourde, c'est pas grave. Mais par contre, un client qui me dit, par exemple, j'ai besoin de 100 10-15 et qui m'envoie 100 images qui sont finalement à une taille de 80-120, eh bien, c'est un boulot de fou de réduire ça. Donc, à ce moment-là, si vous avez besoin de petits formats, s'il vous plaît, réalisez-les. Vous les mettez au format final à 300 dpi et vous nous envoyez ça. D'une part, ça va être plus léger et d'autre part, ça va donc accélérer le flux de production et ce sera aussi moins long pour le WeTransfer, etc. Donc, Ouais, voilà, c'est une question de quantité. Oui, c'est une question de Une quantité. quantité, oui. Donc, si vous faites un seul tirage, vous pouvez Oui, oui, là, il n'y a pas de souci. rendre des fois. Oui. Maintenant, c'est rare qu'on me demande du petit format. Oui, oui, bien sûr. C'est étendu. Voilà, donc ça, c'est l'aspect donc de la résolution. Donc, après avoir vu donc, les méthodes de conversion noir et blanc et la résolution conseillée pour l'impression, maintenant, tu vas nous parler un petit peu du type de fichier que les clients doivent t'envoyer. Oui. Donc, le type de fichier qu'on recommande évidemment, c'est le TIFF ou alors le PSD ou du JPEG. Donc, évitez de nous envoyer des fichiers en GIF parce qu'en fait, ce sont des fichiers qui sont faits pour Internet, ce sont des basses définitions. Et pour, en plus, on va dire que tout ce qui est profil colorimétrique, donc le gamut de l'image, est très réduit et donc à déconseiller. Donc, pas de GIF, pas de PNG. Alors, il reste le PDF, parce que c'est vrai que souvent, on reçoit des fichiers en PDF. Alors, le PDF est plutôt un fichier qui est prévu pour tout ce qui est imprimerie, encore une fois. Parfois, c'est un PDF seul ou parfois, c'est un PDF qui reprend plusieurs images. Alors, quand on reçoit, nous, en tant que laboratoire photo, un PDF avec 20 images, par exemple, on est obligé d'aller repixeliser en Photoshop tous ces PDF pour pouvoir les imprimer. Donc, c'est vraiment une perte de temps. Donc, évitez le PDF, gardez le PDF pour tout ce qui est le monde de l'imprimerie. Voilà, ça, c'est les conseils pour le type de fichier, en fait. Donc, de préférence, qui De préférence TIFF, PSD ou JPEG. Idéalement. Un bon JPEG, ça va. idéalement, si la personne s'y connaît, donc c'est peut-être mieux quand même le TIFF parce que ça te permet de, si Oui. tu dois réintervenir dessus, c'est plus qualitatif. Oui, oui. Donc, le TIFF est important. Le PSD, bon, on va dire que c'est à peu près pareil. C'est plus qualitatif, mais bon, c'est plus lourd évidemment qu'un JPEG. Maintenant, j'ai beaucoup de clients qui m'envoient des JPEG, mais à partir du moment que c'est un JPEG qui a été enregistré en 12, donc le maximum de qualité, et que le client l'a bien travaillé, ça fonctionne aussi. Mais c'est vrai qu'en TIFF, on peut quand même rattraper parfois des petites erreurs de surexposition, de sous-exposition. Et encore mieux, si vous avez une hésitation et que vous avez un RAW, joignez le RAW, parce qu'alors là, je peux vraiment intervenir de manière plus précise et plus qualitative sur Tant ce que tu viens de dire, parce que bon, la plupart des labos grand public, et d'office, eux, ils vous demandent des JPEG et voilà, parce qu'ils font du volume et donc c'est pas possible pour eux de travailler avec des fichiers TIFF. Donc ici, en choisissant un labo spécialisé, on a quand même l'avantage de pouvoir tirer une meilleure partie de son fichier. Oui, et surtout si ce sont des grands formats. Donc, à partir du moment où on dit, ben, moi, je vais faire un grand format parce que je vais faire une exposition, ou bien c'est pour mettre dans le living ou pour vendre à un client, mais n'hésitez pas, si vous avez une hésitation, à joindre le RAW, parce qu'à ce moment-là, je peux plus facilement intervenir sur le fichier. Ok. Et au niveau espace colorimétrique, Alors, espace colorimétrique. comment Alors, moi, je recommande du RVB Adobe 98. Oui. Enfin, il y a le Profoto, évidemment, mais comme Olivier l'a bien dit, les écrans ne sont pas capables de reproduire toutes les nuances. Donc, moi, je suis resté sur Adobe 98. Donc, évidemment, on reçoit beaucoup d'images qui sont en SRVB. Alors, il y a le problème que si je passe du SRVB en RVB, en Adobe 98, on va avoir directement une explosion des couleurs, de la saturation. Donc, à la limite, si vous voulez garder votre fichier en SRVB, puisque c'est comme ça que vous l'avez vu à l'écran, eh bien, vous le signalez, on va rester en SRVB pour ne pas avoir en fait, de SRVB à un gamut plus étroit. Et donc, oui, ça évite. Beaucoup de labos aiment bien parce qu'on a moins vite des color failures, hein, donc des déviations. Mais bon, c'est moins riche. Mais toi, tu recommandes, Moi, je commande donc Adobe RVB 98. pour résumer, Oui. TIFF, TIFF, bits, 16 bits,
Adobe RV. Adobe RVB. Et donc, peut-être qu'il est intéressant pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est de régler votre boîtier sur Adobe RVB plutôt que sur SRVB. Parce que c'est souvent même ça. Je pose une question que nos spectateurs se demandent aussi probablement. En quoi ça a de l'importance pour du noir et blanc, puisqu'il n'y a plus de couleur? Oui, mais je fais de la couleur aussi. Hein. Et ici, dans notre... Ah, non, là, ça n'a pas d'importance, effectivement. Hein. Non, non, non. Ce qui est important, c'est d'avoir du 16 bits, par exemple, du TIFF et... Si le client t'envoie le fichier en couleur et que toi, tu veux faire la conversion noir et blanc, là, Oui, on rentre mais dans voilà. Mais si je parle... de l'Adobe. Quand je parle de ce profil couleur, forcément, je parle d'une manière générale pour les laboratoires. Je ne parle pas que du noir et blanc, puisque au laboratoire ZLab, on fait de la couleur. Hein. Et donc là, c'est quand même important d'avoir ce fichier-là. Sinon, pour le noir. Pour le noir et blanc, effectivement, c'est pas important. OK. Et alors, évidemment, quand on envoie son fichier, il ne faut pas envoyer tous les calques avec, hein, bien entendu. Oui, on va maintenant montrer un petit peu le type de fichier qu'il est préférable d'envoyer. Voilà, maintenant nous allons aborder donc la façon dont vous nous envoyez les fichiers. Donc il arrive très souvent qu'un client, surtout quand il a travaillé beaucoup son image, oublie de l'aplatir et nous envoie un fichier avec, comme vous le voyez ici, tous les calques. On a le calque de fond, on a le calque de réglage, etc. Alors ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que je ne sais pas, moi, quel calque doit être actif ou pas. Si on voit ici, par exemple, les calques, vous voyez, celui-ci n'est pas actif. Si je l'aplatis, eh bien, forcément, il ne sera pas là. Or, si je regarde à quoi il correspond, eh bien, vous voyez les lèvres, ici, les lèvres de l'affût, elles sont rouges, elles ne le sont pas. Alors, est-ce que le client voulait les lèvres rouges ou ne le voulait pas? Moi, je ne le sais pas. Je dois jouer au détective. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ça prend évidemment beaucoup de place. Donc, le fichier est beaucoup plus lourd à traiter et plus lourd à envoyer par WeTransfer ou autre chose. Donc, vérifiez quand même toujours que votre fichier soit aplati et qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'erreur possible. Votre fichier, vous me l'avez envoyé tel que vous voulez qu'il soit imprimé. Vous allez donc dans comment on appelle ça là? Le menu sandwich. Dans le menu sandwich, donc vous allez aplatir l'image. Et hop, elle est aplatie et vous la sauvez à ce moment-là. Oui, donc on fait en fichier, enregistrer sous, voilà. Et là, je vous conseille de mettre un autre nom. D'ailleurs, vous voyez ici, il s'appelle fichier non aplati. Vous pouvez donc mettre fichier aplati ou plutôt, je vous conseille de mettre fichier à imprimer, par exemple. À ce moment-là, vous savez que c'est le fichier qui est prêt pour être envoyé au laboratoire. Et puis, vous l'enregistrez tout simplement. Et bien penser... Ah oui, et bien penser effectivement. Donc, il est attentif et cocher que le profil soit incorporé, parce que c'est vrai, merci Olivier de me le rappeler, mais c'est vrai que je reçois souvent des fichiers sans profil. Donc, de nouveau, c'est embêtant parce qu'on ne sait pas comment le client, lui, l'a vu et qu'est-ce qu'il veut en finale au niveau de sa couleur. De nouveau, ici, on parle de couleur, mais enfin, c'est important que vous le sachiez. Voilà. Enregistrer. Oui, il faut faire enregistrer. Bon, voilà, enregistrer. Et si je ne vais pas le faire, puisqu'il doit rester non aplati. Oui. Voilà, donc ça c'est l'explication pour utiliser des fichiers qui pèsent le moins lourd possible et qui ne posent pas de problème d'interprétation. D'accord. Et donc, maintenant, tu allais nous parler de la netteté. Oui. Donc maintenant, ce qui est important aussi, c'est de vérifier la netteté de votre image. Donc, quand vous avez une image qui est destinée à être imprimée sur papier, eh bien, dans Camera Raw, je vous conseille donc d'ouvrir l'image et ici, dans ce menu d'exportation, donc dans les préférences de Camera Raw, vous avez ici la netteté de sortie. Donc, vous pouvez choisir une netteté de sortie pour l'écran, ce n'est pas notre cas, pour un papier brillant ou un papier mat. Et vous avez différents niveaux de netteté. Donc, je recommande de faire un niveau élevé, et en général, brillant ou mat, ça, effectivement, c'est suivant le papier. Donc, qu'est-ce que va faire Camera Raw? Il va optimiser le fichier pour qu'on ait un petit regain de netteté au moment du tirage. Alors, si vous ne l'avez pas fait, bon, c'est pas grave. Si moi, je constate, par exemple, que votre image n'est pas très nette, eh bien, je vais d'office rajouter un petit peu de netteté. Et si par contre, vous voulez justement, parce qu'il y a
une démarche artistique là derrière, une photo qui reste un petit peu dans le flou, alors vous précisez attention, ne pas toucher au fichier, voilà, la netteté est voulue telle qu'elle. Et dans le doute, il vaut mieux que vous n'ajoutiez pas trop de netteté. Alors dans le doute, oui. C'est plus compliqué d'enlever de la netteté que d'en Oui. ajouter. Effectivement, parce que parfois, nous avons aussi des clients qui poussent un peu trop la netteté ou qui poussent trop en fait les filtres d'effets spéciaux, d'accentuation. Et donc là, l'effet est contraire à ce qu'on voudrait, parce que si vous regardez ça à votre écran, vous ne le voyez pas. Si vous mettez à 100% à votre écran, vous allez vous rendre compte qu'il y a tous des petits points partout et que finalement, ça nuit à l'aspect ou velouté de l'image, je vais dire. Et moi, je suis obligé derrière d'aller enlever un peu de netteté que vous avez été mettre. Donc, c'est contre-productif. Donc, faites attention à ne pas exagérer, ne pas jouer trop avec les curseurs, en fait. Donc en résumé, si vous utilisez Camera Raw, Oui. ce réglage-là convient très bien. Alors, papier brillant, papier mat, si on ne sait pas trop quel papier on Ouais, si vous ne savez pas, moi, je ferai papier brillant parce que brillant. c'est un poil au-dessus, en fait. Là, pas le papier brillant, c'est un poil C'est un poil au-dessus, oui. papier mat. Oui. Ok, merci de cette précision.